Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire sur l'ISO 50001, les facteurs influents, les indicateurs pertinents et d'une manière générale, le comptage et le pilotage de la performance énergétique en industrie ou pour des gros sites tertiaires. Je suis très heureux d'être avec vous pendant 1 heure environ. On se laisse 45 minutes à peu près pour la présentation et on aura 15 minutes d'échange à la fin de celle-ci. N'hésitez pas à poser des questions en cours de webinaire via le chat. Vous avez l'option chat pour interagir avec moi à tout moment et je vous répondrai soit pendant le webinaire, soit à la fin. Avant de commencer, est-ce que tout le monde m'entend bien? Est-ce qu'il n'y a aucun problème technique à signaler? Du coup, j'ai l'impression que c'est bon pour tout le monde, alors je vous propose d'avancer. Très bien, merci à tous. Je présente rapidement OID pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc, nous sommes une équipe d'ingénieurs spécialisés dans les flux énergétiques de déchets ou de matières premières et d'eau. Nous sommes indépendants de tout prestataire et notre volonté, que ça soit sur l'une de ces 4 thématiques, c'est d'aider nos clients à améliorer leur performance environnementale, donc payer moins, tout en réduisant leurs factures, donc payer moins pour polluer moins. Nous avons plus de 400 références clients, c'est une majorité d'industriels, mais c'est aussi un quart, 20% de sites tertiaires. Donc moi je m'appelle Adrien Blanc, je suis l'un des 2 fondateurs du cabinet et ça fait plus de 10 ans que j'interviens sur ces problématiques de pilotage énergétique et d'amélioration de la performance. Les objectifs du webinaire, ça va être de définir cette notion de performance énergétique. On a dit que c'était l'objectif, mais on verra ce que c'est la performance énergétique. Ensuite, pourquoi on parle de facteurs influents, comment les prendre en compte et surtout pourquoi ils sont si importants pour cette notion de performance énergétique. Quelle méthode on peut utiliser, comment exploiter son plan de comptage, donc comment le déployer, comment en tirer parti, utiliser des approches statistiques pour calculer des indicateurs et enfin on conclura ensemble ce webinaire et vous pourrez poser toutes les questions que vous souhaitez. On va commencer par le contexte, pourquoi on est ensemble aujourd'hui pour parler d'énergie et de performance énergétique et quelles sont les notions de base à connaître pour comprendre cette approche. Donc tout d'abord, l'énergie devient importante puisque l'on est dans un contexte d'augmentation des prix de l'énergie qui est plus rapide que l'inflation. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Concrètement, ça veut dire que la part de l'énergie dans le prix de revient des produits augmente. Donc du coup, cette problématique prend de l'ampleur. On a tous également entendu parler du changement climatique, donc évidemment, si on veut que notre entreprise ou que notre monde soit durable, il faut s'interroger sur ces questions de consommer moins. Depuis 2011, il y a la norme ISO 50001 qui est disponible. On en est à la 2e version depuis 2018. C'est une norme qui est relativement jeune, mais qui prend de l'ampleur. Peut-être que certains d'entre vous en ont parlé, en ont entendu parler. Cette norme parle de performance énergétique, de facteurs influents. Donc, on va dégrossir ça ensemble pour que ça soit plus clair. Et enfin, la performance énergétique, c'est un concept qui est simple à comprendre. Consommer mieux, donc consommer moins pour faire la même chose. Par contre, lorsqu'on essaye de le mettre en œuvre, on se heurte parfois à des difficultés, notamment ces fameux facteurs influents, ces approches statistiques. Donc l'idée, c'est de dégrossir ça dans ce webinaire. On va commencer par un premier sondage à faire ensemble. Qu'est-ce que vous pensez de ce graphique? Donc, je vous lance le sondage, vous pourrez répondre via l'interface. Donc là, on a 3 années différentes, 2015, 2016, 2017, et on a la consommation en kilowattheure d'un site industriel. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette consommation dans le sondage.
On se laisse encore 5-10 secondes de réponse. Ok, donc à un moment c'était équilibré, maintenant c'est je n'en pense rien qui est loin devant, et on a des réponses sur les deux autres possibilités. Effectivement, Daniel, tu as raison, c'est un piège. Enfin, c'est pas vraiment un piège, c'est que la réponse à cette question, c'est que on ne peut rien en penser, puisque la variation d'une consommation d'énergie brute, donc une hausse ou une baisse d'énergie, ne veut pas dire que l'on s'est amélioré ou dégradé dans sa performance énergétique. Donc, je voulais commencer par ça, parce que c'est très important. Quand on parle d'améliorer la performance énergétique, ça ne veut pas forcément dire que notre facture en kilowattheure de l'année va diminuer. Ça veut simplement dire que l'on aura mieux consommé de l'énergie. Donc pour pousser le concept jusqu'au bout, je vous souhaite à tous de consommer plus l'année prochaine, mais de consommer mieux. Pourquoi consommer plus? Si on a doublé la production, mais qu'on consomme que 1,5 fois l'énergie que l'on consomme actuellement, on a amélioré la performance énergétique. Donc cette notion est vraiment importante de comprendre que c'est pas consommer moins, mais consommer mieux. Pour répondre à Cécile, en fait, on n'en sait rien. Ça peut être une variation de production, ça peut être une température extérieure qui est moins favorable, ça peut être plein de choses. L'idée surtout, c'est de retenir que ça peut être plein de facteurs influents, et donc de ne pas se contenter de regarder la variation brute des consommations. Donc du coup, pour analyser cette performance énergétique, on va avoir besoin d'un indicateur de performance. Cet indicateur, c'est une information que l'on choisit et qui va nous permettre de répondre à la question que j'ai posée précédemment. Donc en fait, de dire est-ce que je me suis amélioré ou pas. On va pas regarder la consommation brute comme dans l'exercice précédent, mais on va regarder la variation de cet indicateur. Un indicateur, c'est donc un outil d'aide à la décision. Je vais pouvoir dire est-ce que je me suis amélioré ou pas. Si je me dégrade, je peux mettre en place un pilotage plus fin, m'ajuster, changer des réglages. Et du coup, c'est une mesure qui se veut objective et surtout indépendante des facteurs que je ne maîtrise pas. Donc cet indicateur, il doit évidemment être pertinent, donc adapté au phénomène à observer, précis, reproductible, ça veut dire que dans une situation identique, il doit dire la même chose. Mais surtout, les deux derniers sont les plus importants, c'est que l'indicateur, il doit être communiqué, on doit l'afficher, on doit le regarder en comité de pilotage énergie pour qu'il puisse parler en fait. Et le dernier point, il doit évidemment être rapide à calculer, puisque je vois encore trop souvent des indicateurs qui sont très pertinents, précis, reproductibles, mais qui prennent 4 à 5 heures à calculer. Donc du coup, on les actualise pas souvent et en fait, on perd tout l'intérêt. Donc l'indicateur, tant pis s'il est un peu moins précis, mais il faut qu'il soit rapide à calculer pour pouvoir être communiqué souvent et agir. Donc voilà, on reprend le graphique de tout à l'heure qui est à gauche et on va maintenant le transformer en indicateur. Le but, c'est de pouvoir dire est-ce que je me suis amélioré ou pas. Donc là, c'est ce qu'on fait. On a les mêmes consommations brutes que dans l'exercice initial, sauf qu'on va les mettre à droite en les ramenant par unité d'activité. Donc on divise cette consommation en kilowattheures par le volume produit. Et maintenant, on peut dire quelque chose. Maintenant, on peut dire que en 2016, on s'est amélioré par rapport à 2015, et en 2017, on s'est amélioré par rapport à 2016 également. Donc même si 2017 est l'année où on a le plus consommé, on peut dire, grâce à cet indicateur, que la performance énergétique s'est améliorée. Donc on peut dire que si on a mené des actions, elles ont porté leurs fruits. C'est hyper important de calculer l'indicateur de manière indépendante de ce que l'on ne maîtrise pas, mais dépendant de ce que l'on maîtrise. Donc le volume d'activité, c'est quelque chose que l'on ne maîtrise pas, ça dépend des commandes des clients. La température extérieure aussi, c'est quelque chose que l'on ne maîtrise pas. Mais par exemple, le réglage de ma machine, c'est quelque chose que je maîtrise.
Donc si je prends en compte le réglage de ma machine dans l'indicateur, en fait, j'annule ce levier d'action que j'ai entre les mains pour l'améliorer. Donc tout ce que je ne maîtrise pas, on va vouloir l'annuler dans l'indicateur, et tout ce que je maîtrise, c'est ce sur quoi je peux agir pour l'améliorer. L'idée de base, c'est que si on n'a rien changé, l'indicateur ne doit pas bouger et rester plat, donc dans notre cas à 100. Je vous mets les définitions qui sont dans la norme ISO 50001 sur les facteurs influents. Donc la norme nous demande d'identifier d'autres facteurs pertinents et ayant un impact significatif sur les usages énergétiques. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est de lister tout ce qui influe mon usage. Et moi, c'est là que j'aime bien les classer en deux catégories, ceux que je maîtrise et ceux que je ne maîtrise pas. Ceux que je maîtrise, cela me fait un levier d'action, comme je le disais à l'instant, et je peux m'en servir pour nourrir mon tableau de potentiel d'amélioration. Ceux dont je ne maîtrise pas, je n'ai pas la maîtrise, je dois les annuler dans mon indicateur. Je vous donne un exemple qui est l'exemple le plus simple, puisque beaucoup d'entreprises de bâtiments sont confrontés à ça. C'est un impact de la température extérieure. Donc cet impact, on le mesure via les DJU. Les DJU, c'est un indicateur de la rigueur du climat. Plus le chiffre est élevé, plus ça veut dire qu'il a fait froid pendant l'hiver. Mais ça peut être aussi l'inverse, en été. On parle dans ce cas de DJU clim. Et dans ce cas, plus le nombre de DJU est élevé, plus il a fait chaud l'été, donc on a eu besoin de climatiser. Je vous passe la méthode de calcul en détail, vous aurez le support à la fin pour si vous souhaitez vous y replonger. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on ne le calcule pas à la main, il y a des sites internet qui permettent de les télécharger directement. Alors comment on va utiliser ces DJU? J'ai une consommation énergétique, donc ça c'est le premier graphique, c'est ma facture. Je la corrige pour annuler ce dont je ne maîtrise pas, je n'ai pas la maîtrise, par exemple la rigueur du climat. Et à chaque fois, je me pose ces questions. De quelle consommation énergétique je parle? Comment je la connais? Est-ce que je la mesure avec un compteur? Est-ce que je l'ai estimée? On verra les différentes méthodes tout à l'heure. Comment je corrige cette consommation énergétique? Est-ce que c'est une méthode fiable? Je peux la tester plusieurs fois pour voir si elle dit le même résultat dans des conditions similaires. Quels facteurs je prends en compte? Comment je les mesure? Est-ce qu'il faut forcément que mon facteur varie régulièrement ou est-ce qu'il varie d'un coup? Donc, par exemple, si c'est du chauffage, le nombre de mètres carrés que je chauffe est un facteur influent. Plus je chauffe une grande surface, plus je vais consommer. Par contre, c'est pas un facteur qui varie très souvent. En revanche, la température extérieure, ça varie tous les jours. Donc, les méthodes de collecte vont différer selon si c'est un facteur qui varie souvent ou non. Et ensuite, on répond à toutes les questions. Donc là, dans mon exemple, c'est ma consommation globale. Ça peut être la consommation d'un usage énergétique, d'un équipement. Je peux faire des ratios, des relations statistiques. Voilà, donc une fois que j'ai répondu à toutes les questions, je suis prêt pour faire mon analyse de facteurs influents et corriger ma consommation pour calculer l'indicateur. Sauf que du coup, on a vu que pour calculer l'indicateur, j'avais besoin d'une consommation, puisque c'est cette consommation que je vais ramener et que je vais corriger en fonction des facteurs. Donc la règle numéro 1, c'est vraiment que pour améliorer la performance énergétique, il faut que je puisse mesurer. Ça veut dire mesurer, ça veut dire à la fois la consommation, mais aussi les facteurs influents. Donc on verra dans cette présentation comment on peut mesurer de différentes façons. Bien souvent, quand on dit mesure, on pense au plan de comptage. On se dit qu'on va mettre des compteurs partout. C'est pas forcément utile de procéder comme ça, puisque il faut évidemment les compteurs c'est intéressant, mais ça coûte cher. On vous présentera d'autres méthodes alternatives dans cette présentation. Ensuite, on verra si on peut relever en télérelève ou si on relève manuellement, les avantages et les intérêts et inconvénients des deux méthodes. Quelques mots sur la norme ISO 50006, c'est elle qui vient compléter la 50001
sur tout ce qui est indicateur de performance, performance énergétique de référence et les méthodes de calcul dont on va parler dans ce webinaire. Ce qu'il faut retenir, c'est que cette norme s'appuie sur tout ce qui est facteurs pertinents pour corriger des consommations et calculer donc ce que l'on appelle les IPE, donc les indicateurs de performance énergétique. Pour conclure la partie contexte, quelques mots de retour d'expérience sur la maturité des industriels. Donc ce n'est que mon avis par rapport à ce que je peux voir sur le terrain. Ce que je vois, c'est qu'il y a de plus en plus de prise en compte de l'énergie dans le calcul des prix de revient. On voit aussi beaucoup de suivi énergétique, au moins au niveau global site, c'est-à-dire les kilowattheures des factures d'électricité, de gaz, de fuel, qui sont au moins ramenés au tonnage produit par mois, par exemple, ou au moins par an. Donc il y a une prise en compte de ce sujet qui est quand même relativement globale. Par contre, c'est la maturité, la prise en compte de cette consommation dans le détail est encore très peu répandue. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont fait des audits, donc qui savent ventiler leur consommation, dire mon atelier A consomme à peu près ça, mon atelier B consomme à peu près ça, mais on a assez peu de données ou d'entreprises qui suivent des indicateurs de performance en prenant vraiment en compte les facteurs influents et en pilotant finement l'énergie. Or, on va le voir dans le fil rouge, c'est vraiment comme ça qu'il faut faire pour aller identifier des leviers d'action une fois qu'on a fait ce qui est le plus évident, c'est-à-dire les actions de bon sens. Pour continuer d'améliorer la performance, il faut vraiment avoir un pilotage fin et corriger des facteurs influents. Donc là, on va passer à la méthode. Pour cette méthode, on va suivre un fil rouge. Donc c'est le cas d'une entreprise qui se lance donc d'abord au niveau macro, et puis petit à petit, elle va rentrer dans le détail. Alors pourquoi rentrer dans le détail? C'est que le diable est dans les détails, donc il faut arriver à aller le chasser, et on va voir avec quelle technologie, quelle méthode on peut chasser ce diable qui est dans les détails pour identifier des leviers d'action qui sont impossibles à identifier sans déployer toute cette méthodologie. Donc, tout d'abord, au niveau macro, là, on va voir aussi également les outils des différents niveaux. Donc, pour le niveau macro, tout d'abord, c'est les factures. Ça, tout le monde a au moins la consommation totale du site donc sur sa facture. Donc, il n'y a pas besoin d'outils. Quand on veut différencier, on peut faire des campagnes de mesure ponctuelles, donc avec de l'appareillage portatif. Et enfin, pour piloter, il faut aller vers des compteurs, donc un plan de comptage en télérelève, pour pouvoir piloter sur le long terme. Donc on verra les différents matériels et ce que l'on peut faire avec. On commence donc par le niveau macro. Notre objectif, ça va être de faire une consommation de référence simple en utilisant uniquement les données que l'on a déjà, c'est-à-dire les données des factures. Donc là, ce que nous dit la norme 50006, c'est que la PER, c'est-à-dire la performance énergétique de référence, elle peut être calculée sous la forme d'une expression relationnelle ou d'un ensemble de données brutes. Donc si on décrypte le fonctionnement, c'est qu'en fait, on va calculer une période de référence, c'est-à-dire une année entière, par exemple. Sur cette année, on va faire un indicateur qui va prendre en compte les facteurs influents et les données énergétiques qui vont être issues soit des factures, soit des compteurs, par exemple si on a des sous-compteurs. Une fois qu'on a fait cette référence, on peut la tester. Donc on peut tester cette référence sur une période qui n'a pas servi à la calculer pour voir si elle se comporte bien. Elle donne des résultats cohérents. Et une fois que tout ça est fait, on écrit toute la méthode et on l'affiche dans le temps. L'idée, c'est que chaque mois, on va avoir des variables qui vont être différentes, donc des facteurs influents qui vont varier, et on va recalculer cette consommation de référence. Ensuite, on va avoir la consommation énergétique réelle et on va pouvoir comparer les deux pour savoir si on s'est amélioré ou non. Donc, on nous dit que les indicateurs peuvent être de 4 formes, donc des valeurs mesurées, des ratios, des modèles statistiques ou des modèles physiques. Moi, je vais surtout développer le troisième axe, c'est-à-dire les modèles statistiques, prenant en compte plusieurs facteurs. Je pense que c'est une approche qui est relativement simple à faire et qui donne de bons résultats. Des ratios sont problématiques dans les mois où il y a les mois qui sortent beaucoup de l'ordinaire. Je vous donne un exemple, le mois d'août,
Si vous faites kilowattheure par tonne produite et que le site est à l'arrêt une bonne partie du mois d'août, le ratio va s'envoler et on ne pourra jamais l'analyser correctement si on fait kilowattheure par tonne. Donc faire un ratio simple, je trouve ça insuffisant, donc c'est pour ça que je vais surtout parler de l'approche numéro 3. Collecte des données, donc dans notre cas le plus simple au niveau macro, on va collecter uniquement les factures. On a les kilowattheures, les euros, on a la période de relève, enfin, on a tout ce qu'il faut pour cette collecte de données. Et qu'est-ce qu'on va en faire de ces données? Il y a deux cas de figure. Le premier, c'est le cas le plus simple. On a une facture qui correspond à un seul usage énergétique. Donc là, typiquement, j'utilise du gaz uniquement pour le chauffage. Le seul facteur influent dont je n'ai pas la maîtrise, c'est la température extérieure. Donc je prends mes factures de gaz mensuelles, je vais télécharger les DGU sur le site internet que je vous ai montré, et dans Excel, je fais une simple régression linéaire à x plus b. Et voilà, ça me permet d'avoir, en fonction des DGU, la consommation énergétique du mois. Donc ça, c'est le cas le plus simple. C'est rarement possible de faire aussi simple. Dans le cas complexe, on a plusieurs usages énergétiques qui ont chacun des facteurs influents qui sont différents et qui sont tous regroupés sur la même facture. Donc là, rappelez-vous, on est au niveau macro, on a par exemple la facture d'électricité du site en entier, mais j'utilise de l'électricité pour mon process. Mon process, il est de il y a différentes étapes qui ne sont pas influencées par les mêmes facteurs. Voilà. Donc quand on est dans ce cas-là, il faut faire une régression linéaire, mais multifacteur. Du coup, c'est plus une régression linéaire, c'est une corrélation multifacteur. Pour ça, il y a un logiciel qui est très bien, que je recommande, qui s'appelle Minitab 17. En fin de webinaire, je vous parlerai de l'alternative gratuite qui s'appelle R. Voilà. Quelqu'un un jour m'a dit que Excel savait faire ça aussi. J'ai personnellement jamais réussi. Mais l'idée, en fait, c'est de trouver une corrélation entre différents facteurs influents et la consommation électrique globale du site. Une fois qu'on a fait ça, le Graal, en fait, c'est d'arriver à tracer ce graphique-là. Donc ce graphique-là, on a deux choses qui s'affichent. La première, c'est en rouge, la consommation de référence ou la performance énergétique de référence, comme l'appelle la 50006. Donc cette consommation en rouge, c'est pour un site qui utilise du gaz pour à la fois chauffer et déshumidifier en été. Donc c'est pour ça que même l'été, il utilise quand même du gaz. Donc là, on a deux facteurs influents et le modèle en rouge prévoit la consommation de gaz du mois selon le niveau de ces deux facteurs. Donc plus il fait froid, plus la courbe rouge est élevée. Et la courbe verte, c'est les données de la facture, tout simplement. Donc si la courbe verte est au-dessus du rouge, ça veut dire qu'on a consommé plus d'énergie que prévu, et donc on s'est dégradé. À l'inverse, si la courbe verte est en dessous, comme par exemple ici, ça veut dire qu'on est en train de faire des économies. On a consommé moins d'énergie que ce que nous donnait le modèle. Donc on s'est amélioré. Là, ce qu'on a fait, c'est que pendant l'été, on a mis en place la récupération de chaleur sur un groupe froid. Et donc, du coup, l'hiver suivant, on avait besoin de moins de gaz pour chauffer le bâtiment. Donc, à température extérieure identique, on a consommé moins. C'est comme ça qu'il faut le lire. Un autre affichage de la même chose, c'est pour vous montrer qu'il n'y a pas une seule façon d'exploiter ces notions. Vous vous rappelez, en introduction, on a dit qu'il fallait que ça soit rapide à calculer et qu'il fallait le communiquer. Donc, pour le communiquer, il faut que ça soit visuel. Ici, c'est la même chose. On retrouve notre référence, notre consommation réelle. Dans ce cas-là, c'est pour de l'électricité. Et on a ajouté des barres soit rouges, soit vertes pour indiquer directement le gain en kilowattheure. Donc, quand la barre est verte, ça veut dire qu'on a fait des économies. Quand la barre est rouge, ça veut dire qu'on s'est dégradé ce mois-là. Donc voilà ce qu'on peut faire au niveau macro. Là, vous voyez que pour l'instant, on a investi 0 € dans du matériel et on arrive déjà à se doter d'outils de pilotage qui permettent de piloter cette fameuse performance énergétique et donc de répondre à la question du début qui est
qui est est-ce que je me suis amélioré ou pas? Donc pour répondre à Daniel, oui, ces graphiques-là, les deux, je les ai calculés sur Excel. L'idée, c'est de calculer l'équation avec un logiciel type Minitab ou alors avec Excel si c'est suffisamment simple. Et une fois qu'on a cette équation, dans Excel, on va renseigner les données de mes facteurs influents et calculer le résultat de la formule. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va avoir besoin de comprendre le dysfonctionnement. Dans un mois où on s'est amélioré ou dégradé, il va falloir qu'on sache pourquoi on s'est amélioré. Donc pour ça, il faut éclater notre facture et on va faire, c'est ce que j'appelle différencier. On va commencer par faire des camemberts de répartition et ensuite on va mettre des indicateurs, non plus au niveau global, mais au niveau de l'usage énergétique. Donc voici un modèle de revue énergétique que l'on a construit et que l'on utilise pour nos clients. Vous voyez ici le fameux camembert de répartition. Ici, c'est la répartition des factures et ici, c'est la répartition des usages énergétiques. Donc notre objectif, ça va être de construire ceci et on va voir comment on peut faire. Donc pour ça, il y a trois possibilités. Soit on estime à partir de données non énergétiques, donc par exemple des heures de fonctionnement. On a une lampe qui consomme 100 watts. Si elle marche 10 heures, on fait 100 watts fois 10 heures, ça fait 1 kWh. On peut réaliser une campagne de mesure ponctuelle, on va voir comment. Ou alors installer des compteurs en télérelève ou alors les relever manuellement et du coup prendre directement la valeur. Donc voici plusieurs méthodes. Un retour d'expérience. On avait chez Stanley Black & Decker, qui sont certifiés 50001, ils avaient beaucoup de petits équipements qui consommaient pas beaucoup chacun et pour lesquels ils savaient combien d'heures par an ils fonctionnaient. Donc si on avait dû installer un compteur pour chaque équipement, ou un compteur pour le groupe d'équipements, ça aurait coûté très cher pour en fait assez peu de marge de manœuvre. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait une mesure ponctuelle de quelques minutes sur l'équipement pour savoir combien en kilowatts il consommait quand il fonctionnait. Cette valeur est maintenant figée et ensuite, via la gestion de production par ordinateur, on est capable de dire combien d'heures par an a fonctionné l'équipement. Donc si on fait des kilowattheures fois des heures par an, on se retrouve avec des kilowattheures par an et c'est donc bien ce que l'on veut pour calculer ce camembert de répartition. Ce qu'on peut faire aussi, c'est mesurer l'équipement pendant 2 semaines, par exemple. Donc pour ça, on peut utiliser du matériel mobile. Donc sur l'électricité, il y a deux possibilités. C'est soit un analyseur de réseau. L'avantage, c'est que ça mesure très précisément la consommation, puisque ça mesure la tension, le cosinus phi. Par contre, c'est assez long, enfin assez long. Ça s'installe plus, ça prend plus de temps à installer que l'appareil qui est juste à côté. Il y a des risques de mal l'installer puisque c'est quand même complexe à faire et surtout ça coûte très cher comme appareil, entre 1500 et 5000 euros. Donc nous, ce que l'on recommande, c'est plus l'appareil qui est à droite, qui est une simple pince ampère-métrique avec enregistrement. Ça coûte entre 200 et 250 euros. Par contre, ça se pose en 2 minutes et il y a très peu de chances de faire des erreurs de pose. C'est beaucoup moins précis dans la mesure, mais c'est plus rapide et ça permet d'en faire plus. Donc l'un dans l'autre, on recommande la solution de droite. On peut aussi mesurer de manière mobile du gaz ou de la vapeur avec des compteurs de gaz par ultrasons. Donc ça, c'est encore plus cher puisque c'est entre 10 000 et 20 000 euros. C'est du matériel qui peut se louer et ça se pose autour du tuyau, donc il n'y a pas besoin de couper quoi que ce soit. Ça peut mesurer du gaz, de la vapeur, mais aussi de l'air comprimé. Voilà, c'est très cher, c'est assez complexe à installer, mais ça peut quand même s'utiliser ou se louer pour 2 semaines, par exemple, si vous souhaitez faire votre camembert de répartition. Quelque chose qui est moins cher, c'est les compteurs d'énergie thermique non intrusifs, donc comme celui qui est à droite. Ça reste quand même assez cher, mais beaucoup moins que les compteurs de gaz. Et lui, se pose autour du tuyau, mesure aussi par ultrason les débits. Donc ça permet d'avoir le débit et la température et donc l'énergie thermique qui a circulé dans un tuyau. Donc voici ce qu'on peut faire après de ces résultats, c'est qu'on trace les courbes sur une période. On peut calculer les consommations de l'équipement sur la période. On peut aussi calculer des ratios ou des relations entre la consommation et les facteurs influents.
Et grâce à ce calcul, ben ensuite, on a quelque chose qui est beaucoup plus précis pour faire le camembert de répartition. Donc, voici un peu, de manière un peu plus technique comment on fait. Donc, grâce aux données de mesures ponctuelles, on peut faire une analyse statistique, de dire, par exemple, je découpe ma mesure que j'ai fait sur 10 jours, je la découpe en jours. Chaque jour, je regarde combien l'équipement a produit de tonnage et combien j'ai consommé. Et là, je peux essayer une régression linéaire type C c'est la consommation, égale AX plus B, avec par exemple X le tonnage. Donc Excel va nous donner les paramètres A et B, et ça nous permettra de calculer à l'année la consommation de l'équipement. Voilà. Là aussi, il peut y avoir plusieurs facteurs. En fait, c'est exactement la même démarche que tout à l'heure, mais sur un niveau qui est plus précis, puisqu'on ne le fait plus au global du site, on le fait sur une partie sur un équipement ou un groupe d'équipements. Voilà, toujours se méfier de faire des ratios type C égale A fois X, puisque quand X est faible, ça marche plus très bien. On peut sinon, troisième option, installer des sous-compteurs. Donc là, on installe en dur. On pense souvent que les sous-compteurs, ça veut dire compteur électrique, parce que c'est souvent sur l'électricité qu'il y en a le plus besoin, vu que tout est mélangé. Mais on va voir que ça peut être aussi du gaz, de la vapeur, de l'énergie thermique. On va voir tout ça ensemble. Donc voici un schéma de plan de comptage. On a ici le compteur EDF général. Et puis après, sur chaque branche qui va alimenter une partie de l'usine, on installe des compteurs. Donc pour l'électricité, c'est facile. Le compteur électrique nous donne directement ce qu'on veut, c'est-à-dire des kilowattheures. Mais je tenais à faire une parenthèse sur le gaz, puisque je vois encore trop souvent des clients mal utiliser les données de leur compteur gaz, puisque sur le gaz, c'est un peu plus complexe. En fait, le gaz ne nous donne pas ce que l'on veut, il ne nous donne pas des kilowattheures, il va nous donner des mètres cubes. Mais ces mètres cubes-là ne valent pas tout le temps la même chose, parce que ces mètres cubes dépendent de la pression et de la température du gaz au point où on le mesure. Donc voici la formule. Donc, si je veux si je veux avoir des kilowattheures, je multiplie la quantité en normomètres cubes de gaz que j'ai consommé fois le pouvoir calorifique. Tout l'enjeu, ça va être de trouver cette quantité en normomètres cubes, puisque c'est pas celle que je lis sur le compteur. En fait, c'est celle que je lis sur le compteur fois le coefficient que l'on appelle CPTA, comme coefficient de pression, température, altitude. Donc, je vous mets la formule ici. Voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que PZ et P0, c'est à peu près la même chose, donc ça s'annule. Les paramètres qui vont être importants, c'est la pression de la mesure et la température de la mesure. Je vous donne un exemple, deux exemples même. Le premier, c'est que sur la facture de gaz, je lis ça. Donc je lis un PCS à 11,5 et un PTA de 1,218. Un PTA comme ça veut dire que le gaz est livré à peu près à 300 millibars. Donc du coup, si j'ai des compteurs de gaz dans mon réseau qui sont à la même pression, c'est-à-dire aussi à 300 millibars, je peux utiliser le coefficient PTA de la facture sans me poser de questions. C'est la même pression, je peux reprendre le même coefficient. Et donc, si je lis 1 mètre cube de gaz sur mon sous-compteur, je le multiplie par le CPTA et par le pouvoir calorifique, et j'obtiens donc 1 mètre cube de gaz égale 14 kWh. Et là, attention, vous voyez, c'est 1 mètre cube égale 14, et pas 1 mètre cube égale 11,5, comme c'est écrit sur la facture ici. Un cas un peu plus compliqué, sur ma facture, j'ai un coefficient PTA de 1, ça veut dire que ma facture, le compteur est relevé en normomètre cube directement. Donc là, j'ai pas le choix, je suis obligé de calculer mon coefficient CPT, mon coefficient CPTA pour chaque sous-compteur. Donc avec la formule de la page d'avant. C'est vraiment important de le faire, sinon on fait une erreur qui peut être importante dans l'exploitation des données. Alors sur le matériel pour compter de manière permanente, je vous passe les différents types de compteurs. Celui-ci nécessite de débrancher les câbles. Il a l'avantage d'être pas trop cher. Celui-ci peut se poser en production, c'est-à-dire sans couper le courant de ce que l'on veut mesurer. Il est un peu plus cher et par contre peut monter à des puissances très élevées. Il n'a pas de limite de puissance là-dessus. Pour le gaz ou la thermie, on installe des compteurs de gaz fixes. Il faut vidanger le réseau, couper les tuyaux, compter entre 1200 et 1500 € à peu près.
Un compteur d'énergie thermique entre 200 et 300. Là aussi, il faut interrompre la production et couper le tuyau. Ensuite, il y a d'autres compteurs auxquels on pense pas assez. Ça peut être des compteurs horaires qui valent entre 10 et 20 euros seulement. Si l'équipement consomme tout le temps la même chose, comme une résistance par exemple, en fait, plutôt que d'installer un compteur électrique, un compteur horaire suffit largement et coûte beaucoup moins cher. Il peut y avoir des compteurs d'eau, de fuel ou d'eau. Une fois qu'on a installé ces compteurs, nous, on vous encourage vivement à faire de la télérelève. Donc, je vous parle rapidement de notre système qui permet de faire de la télérelève par onde radio. L'idée, c'est que le compteur, au lieu de le relever une fois par mois, par exemple, manuellement, on va le relever toutes les 10 minutes. Et on va avoir des courbes qui vont nous permettre de faire des analyses très précises des données la nuit, le week-end, lorsqu'on monte en production, lorsque l'équipement est en maintenance. On a plein d'informations qui vont nous permettre d'aller chasser ce diable dans les détails. Et donc, c'est très important. Le surcoût, une fois qu'on a mis le compteur pour faire de la télérelève, est relativement faible par rapport à la valeur ajoutée que ça apporte. Donc voilà, on est toujours dans différencier. On va calculer des indicateurs un peu plus précis maintenant. Et on va donc s'intéresser aux indicateurs de performance énergétique au niveau d'un usage énergétique et plus au niveau global. Donc là, c'est un exemple fictif parce que j'ai changé les chiffres, mais l'idée et la démarche du fil rouge vient d'un exemple réel. C'était une entreprise qui peignait de la tôle. Il y a un compteur de gaz sur la cabine de peinture, donc on est capable de différencier déjà la consommation de l'usage peinture du chauffage et du reste du gaz. Donc ce compteur, on le relève actuellement tous les mois et on a un facteur influent que l'on a identifié, c'est le nombre de mètres carrés que l'on a peint dans le mois. On a notre indicateur qui est des kilowattheures par mètre carré peint. L'entreprise calculait cet indicateur. En mars, ils ont mené des actions de sensibilisation. Donc on voit l'effet dès avril, hein. On consomme moins pour peindre la même chose. En octobre, le brûleur a été changé pour une meilleure technologie. Donc là, on a fait un gap aussi qu'on voit très bien sur l'indicateur de performance. Mais maintenant, on est bloqué. On a sensibilisé, on a changé le brûleur. Avec cette relève tous les mois, on ne sait plus quoi faire. On n'identifie pas de dysfonctionnement ou d'action supplémentaire. Donc là, on arrive à différencier grâce au compteur, on arrive à piloter au niveau de l'usage avec une consommation de référence et un indicateur. Maintenant, on va voir comment on peut aller plus loin et chasser ce diable dans les détails et continuer de s'améliorer après octobre. Donc, pour reprendre l'exemple, ce qu'on a fait, avant, on avait la facture du site et les facteurs influents. On faisait une analyse statistique et on mettait en place un graphique de pilotage. Maintenant, on a plusieurs compteurs, donc ça veut dire qu'on est capable de différencier au niveau de l'usage. Chacun a son analyse statistique et son indicateur. Et l'indicateur global site, si on en veut un, c'est la combinaison, donc la somme de chacun des indicateurs. Donc là, on peut toujours piloter au niveau du site, mais on peut, si on veut, descendre d'un niveau et piloter au niveau de l'usage énergétique. Et maintenant, on va voir comment, grâce à ce pilotage au niveau de l'usage, on va pouvoir identifier des nouvelles actions. Alors, je lance le deuxième sondage du jour, c'est pour trouver des pistes d'action sur cette courbe-là. Donc en bleu, c'est le total du site en électricité, et en rouge, c'est les groupes froids de ce site-là. C'est un site qui travaille le plastique, et donc voilà, vous avez du matériel, vous avez ces données, et vous devez identifier des pistes d'amélioration. Donc là, le but, c'est de me dire combien vous voyez d'actions, si vous en voyez déjà, et combien vous en voyez. Pour information, là, le pas de temps de la relève, c'est donc 10 minutes. Et de gauche à droite, on a 10 jours. Donc, on commence un mercredi, jeudi, vendredi. On commence un mardi. Vers le milieu de la courbe, c'est le week-end. Et puis ensuite, on a lundi, mardi, mercredi, jeudi. N'hésitez pas si vous voyez des actions, si vous n'en voyez pas.
Ok, donc je laisse encore une quinzaine de secondes pour répondre au sondage, puis après, vous pourrez envoyer vos idées sur le chat pour les partager et on va en discuter. L'objectif là, c'est de voir comment, grâce à la télérelève, ce qu'on est capable de faire pour identifier des actions vraiment plus précises. Allez, n'hésitez pas à taper vos idées dans le chat. Alors, est-ce que quelqu'un veut se lancer et nous parler de ses idées? Bon, on va commencer par l'action la plus évidente qui se retrouve ici. Voilà, donc Nicolas nous dit que de couper les groupes froids la nuit et le week-end, c'est clairement l'action la plus évidente, puisque on voit ici une consommation plate sur le général du site, ça veut dire qu'il n'y a pas de production. On voit quand on est en production comme ça monte. Et en fait, cette consommation est de l'ordre de 550 kilowatts à peu près, c'est-à-dire une bonne centaine de maisons individuelles, alors que le site ne produit zéro de valeur ajoutée, ne sort aucun produit ce jour-là. Et le froid est responsable d'à peu près la moitié. Donc, clairement, vu qu'on n'est pas en train de produire, on n'a pas besoin de refroidir. Donc, on pourrait couper le groupe froid pendant le week-end. Et pendant la nuit, on retrouve un fonctionnement similaire. Donc ça, c'est une première action qui est plus facile à voir. Est-ce que vous en avez d'autres? Oui, alors Louis nous dit, donc ça, c'est la première action, c'était couper le froid. Une fois qu'on aura fait ça, il nous reste encore quand même toute cette partie-là de consommation dans le talon électrique. Donc, la deuxième action, ça peut être d'identifier ce qui se trouve, à part le froid, dans le talon électrique pour le couper aussi. Après, il y a une troisième action qui se voit beaucoup moins, qui est plus subtile. C'est si vous regardez l'amplitude ici, et que vous comparez avec l'amplitude sur le froid, on voit que quand il y a besoin de refroidir pour de vrai, la consommation de froid est très peu affaiblie, très peu affectée. En fait, ce qui consomme beaucoup dans le froid, dans les 200 kW, c'est les pompes, puisque on voit que c'est ce qui consomme tout le temps. Et la partie vraiment refroidissement est très faible. Donc ça, c'est parce que ah ben voilà, c'est ce que dit Nicolas, c'est exactement ça. C'est la troisième piste. Après, si vous en voyez d'autres, c'est possible. Moi, je vois ces trois-là. Mais là, clairement, le froid n'est pas efficace. Si on calcule un indicateur de performance sur le froid, par exemple en kilowattheure froid par rapport au tonnage refroidi, il est très mauvais quand la production est basse et parce qu'on a un talon lié aux pompes qui est énorme. Donc c'est un site qui est très grand, le froid est centralisé, donc clairement c'est pas efficace. Donc voilà les actions que l'on peut identifier. Donc là, vous voyez, on est en train d'aller chasser le diable qui est dans les détails, puisqu'on a des données qui sont précises. Ça serait encore mieux si on avait la production, on verra à la fin comment on peut faire. Mais là, déjà, on peut identifier des nouvelles actions que l'on ne verrait pas avec un relevé mensuel des compteurs. Un autre exemple, donc je vais passer rapidement là-dessus, donc c'est un plage Turgis qui fait de l'injection. Là, on a un compteur qui mesure en télérelève une machine et on observe les trois zones de fonctionnement. Donc, zone 1, c'est la mise en chauffe de la machine. Ça prend à peu près 1h30, 2h. Et ça se fait entre 3h30 du matin et 5h. Ensuite, il y a la zone 2, la machine est en attente de production, mais quand même allumée. Elle consomme 20 kW, soit 5 maisons à peu près. Et jusqu'à 16h. Et après, on a la zone 3 où la machine produit pour de bon. Donc, grâce à une télérelève et à des indicateurs de performance, on peut détecter la zone 2, qui est un gaspillage énergétique, mettre cette zone 2 sous alarme, par exemple, et éviter que ça se produise. On peut aussi réfléchir à la raison de pourquoi cette machine a été allumée à 3h30 du matin alors qu'elle a commencé à produire à 16h, et retravailler ses pratiques. Là, encore une fois, avec un relevé de compteur mensuel, on ne peut pas voir tous ces détails et donc on passe à côté des actions.
Donc voilà, le but de la télérelève, ça va être d'aller chasser ces dysfonctionnements. On peut suivre un compresseur d'air comprimé. Si jamais le ratio se dégrade beaucoup, eh ben on peut, grâce à la télérelève, voir ça. Donc là, on a le ratio mensuel qui se dégrade, ici. Et grâce à la télérelève, on peut calculer des variations de taux de fuite. Et donc là, dans le cas de cet exemple-là, le taux de fuite était passé de 20 à 37%. Et donc forcément, l'indicateur mensuel s'était dégradé. Le taux de fuite, on peut le faire que en mesurant hors production des consommations d'air. Donc là, une télérelève est une bonne aide parce qu'on peut laisser allumer un petit peu le compresseur hors production et mesurer ce taux de fuite. Donc maintenant, on va vraiment chasser ce petit diable pour faire un pilotage précis. On va retrouver notre norme ISO 50006. Je vais passer assez rapidement là-dessus parce que je voudrais qu'on garde du temps pour les questions. Donc voilà, la qualité des données, c'est hyper important. Il faut calculer cette référence et le piloter sur le long terme. Vous retrouverez le détail de la 50006. En pratique, comment ça se passe? On collecte les données, on les trie, on les écrème. On utilise un logiciel qui s'appelle Minitab, Excel, R, celui qu'on veut, pour calculer une corrélation. Le facteur R carré que l'on voit là est très important. Plus il est élevé, plus notre approche statistique est précise. Si on n'a pas plus que 0,8 ou voire 0,9, on peut laisser tomber. Il faut refaire les étapes d'avant, donc écrémer les données, choisir des facteurs qui sont plus représentatifs et recommencer. Il faut faire preuve de bon sens quand on fait ça. Là, je vous ai mis deux exemples de corrélation très bonne, donc c'est-à-dire avec un R carré élevé. Le nombre de diplômés en ingénierie et la consommation annuelle de mozzarella aux États-Unis sont corrélés à 95%. Donc là, si on en conclut que manger de la mozzarella nous aide à obtenir un diplôme d'ingénieur, je pense que assez vite on se rend compte qu'on dit n'importe quoi. Mais il est dangereux, enfin il est facile de faire de dire ce genre de bêtises en analysant des données de production et de consommation d'énergie. En fait, c'est pas parce que le logiciel dit que la corrélation est bonne, nous on est derrière le logiciel et on fait preuve de bon sens pour voir si c'est possible. Je vous donne un exemple plus industriel qui nous arrive souvent. C'est que par exemple, on a une corrélation qui peut être corrigée, une consommation qui est corrélée de manière négative avec le tonnage d'un produit. Ça, donc, dans la formule, on va avoir moins A fois le tonnage du produit B, par exemple. Si on a ça, ça veut dire que plus on produit de tonnes de ce produit B, plus la consommation baisse. Donc quand on a ça, il faut qu'on soit hyper vigilant parce que ça marche mathématiquement, mais clairement, dans la réalité, c'est stupide de faire comme ça. Donc il faut on peut pas valider une consommation de ce type. Donc je vous passe le mode d'emploi de Minitab. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est hyper simple. Ça nous donne donc directement les facteurs qui sont jugés pertinents et il élimine les autres. Et il nous sort la fameuse équation que l'on retrouve ici. Il génère aussi des rapports pour nous dire si on devrait augmenter la taille de l'échantillon, le réduire, prendre plus de facteurs, moins de facteurs. Donc c'est vraiment un logiciel qui est très simple d'utilisation et que l'on recommande. Après, il coûte 1 980 €. Donc pour être complet, j'ai mis un deuxième logiciel qui permet de faire la même chose, qui s'appelle R et qui lui est gratuit. Honnêtement, j'ai essayé de l'utiliser, c'est très très compliqué. Moi, j'ai laissé tomber. Ça se passe comme ça, donc c'est visuellement on peut faire la même chose, sauf que lui ne parle pas avec nous, c'est à nous d'interpréter les données. Là où Minitab va nous dire vous n'avez pas assez de données ou tel facteur n'est pas significatif. Dans R, il faut le faire soi-même. Donc là aussi, je vais passer le mode d'emploi de R. Vous pourriez revenir sur le support si vous le souhaitez. Et on retrouve le fameux fil rouge. On avait nos deux baisses de l'indicateur mensuel. Et maintenant, grâce à la télérelève, on ne relève plus le compteur une fois par mois, on le relève une fois par poste, c'est-à-dire toutes les 8 heures, une fois par équipe. Et on obtient ça comme indicateur. Donc c'est toujours le même, c'est les kilowattheures divisés par les mètres carrés peints.
Sauf qu'au lieu de le faire au mois, on le fait sur une équipe, donc une période de 8 heures. Et là, on obtient une nouvelle piste d'amélioration qui est évidente, qui est là. L'organisation de nuit est à revoir. Alors, pourquoi on trouve ça? C'est qu'en fait, la nuit, ils sont que 2 et la journée, ils sont 4. Donc, la cabine, il n'est pas possible de la couper en deux. Donc, la nuit, forcément, il peigne 2 fois moins, mais la consommation d'énergie est quasiment la même. Donc, la performance énergétique de nuit est très mauvaise par rapport à celle de journée. Donc là, les actions, ça peut être de mettre 4 personnes la nuit, d'arrêter l'équipe de nuit, ou de faire 3 nuits sur 5, mais à 4 personnes. Enfin voilà. Clairement, travailler à 2 la nuit dégrade fortement la performance énergétique. Et ça, on peut le voir que grâce à la télérelève parce qu'on a affiné notre approche. Donc voilà comment se fixer des objectifs. Donc, une fois qu'on a nos indicateurs, il faut qu'on se fixe un objectif, une cible. Celle-ci, elle doit être spécifique, mesurable, acceptable, réaliste et temporellement définie. On va dire qu'on sait qu'on va atteindre cette cible. Et après, on pourra donc piloter nos formules statistiques, pas les consommations brutes, mais la formule mathématique pour atteindre cette cible. On a presque fini la présentation. Je voulais dire quelques mots sur à mon avis, ce qu'est le futur de l'Energy Manager. Et puis ensuite, on prendra quelques questions tout à la fin. Donc moi, je pense que ce dont je vous ai parlé là, c'est le présent, c'est ce que l'on peut faire actuellement avec les normes 50001, 50006 et Excel. Vous avez bien compris que l'idée, c'est d'aller chasser le diable qui se cache dans les détails, donc c'est-à-dire d'avoir des méthodes d'approche qui sont suffisamment fines pour aller identifier des pistes d'amélioration qui se voient pas à l'œil nu, pour tenter des choses aussi, pour dire mon process, si je le règle différemment, est-ce que je l'ai amélioré, est-ce que je l'ai dégradé? Ça, avec simplement la facture globale du site ou un relevé de compteur tous les mois, c'est impossible de répondre à cette question. Pour moi, le futur, donc ce qui commence déjà à arriver, mais ce qui permettra de faire un nouveau pas dans la performance énergétique, c'est ce genre de choses, c'est des supervisions énergétiques. Donc l'idée, c'est exactement la même approche, sauf que l'indicateur, on le calcule plus dans Excel maintenant, on va l'afficher sur des écrans, et c'est des logiciels qui vont être directement connectés à la production, directement connectés au compteur énergétique, et qui vont, par exemple, comme l'exemple ici, afficher la performance énergétique en kilowattheure par tonne de l'ordre de fabrication en cours, ou d'un seul ordre de fabrication. Donc comme ça, on pourra se dire sur l'OF suivant, je teste tel réglage ou tel réglage, et on verra directement si ça a fonctionné ou pas. On pourra mettre sous alarme, donc comme dans l'exemple du bas, des compteurs d'eau, on pourra mettre sous alarme des fonctionnements anormaux comme celui de Johnson Controls, comme s'ils avaient laissé la machine pendant 16 heures en veille. Tout ça, on pourra être prévenu et agir rapidement. Donc chez OID, on utilise 2 logiciels qui permettent de faire ça, qui s'appellent Pluto Live Report et Grafana. Il en existe plein d'autres, mais l'idée c'est de rendre vivant. On avait dit en introduction qu'il fallait que l'indicateur soit rapide à communiquer, à calculer et communiquer. Ces logiciels-là calculent eux-mêmes l'indicateur, donc il n'y a plus de temps de calcul à prévoir, et permettent de le communiquer puisqu'on peut avoir des écrans qui affichent ces données ou recevoir des rapports ou des alarmes par mail. Donc pour moi, c'est vraiment le futur de cette démarche. Le futur, c'est déjà aujourd'hui, puisqu'il y a une fiche C2E qui s'appelle IND UT 134 qui finance ce genre de démarche. Donc ça permet de payer entre 25 et 60% du coût total, donc les compteurs plus les logiciels plus la pose de tout ça. On a fait plusieurs installations de ce type. Si on devait noter un facteur clé de succès, c'est la disponibilité et surtout la qualité des données de production. Pour que cette démarche marche, il faut que les données de production soient fiables et soient disponibles à un pas de temps court. Et c'est là qu'on voit que ça se complique un petit coup. L'exemple des kilowattheures par OF que je vous ai mis juste avant, ça marche pas trop mal, mais de temps en temps, chez ce client, on a des données qui sont complètement aberrantes parce que il calcule les tonnages produits de son OF via des balances et on se rend compte que les balances, elles parfois se dérèglent et ils s'en rendent pas forcément compte tout de suite.
Donc du coup, on a des données de production qui sont pas de très bonne qualité. Donc tout l'enjeu, c'est ça, c'est de fiabiliser, améliorer la qualité des données de production. Avec ça, les possibilités sont limitées. L'étape d'après, donc le futur proche, c'est du machine learning, peut-être du pilotage en direct par des algorithmes, des machines. On ne sait pas, mais on sait que chasser ce diable vaudra le coup et permettra d'identifier des pistes. Pour conclure, du coup, ce que je voulais qu'on retienne de ce webinaire, c'est que plan de comptage, ça ne veut pas forcément dire compteur. Il y a d'autres méthodes qui peuvent être utilisées. L'idée, c'est de prendre en compte les facteurs influents pour calculer des indicateurs. Pour ça, on utilise des méthodes statistiques qui permettent de donner, répondre à la question que je vous ai posée au début, c'est-à-dire est-ce que je me suis amélioré ou est-ce que je me suis dégradé. Compter l'énergie seule ne sert à rien, il faut absolument la rapprocher de ces facteurs influents. Et plus on aura des données qui sont précises et sur un pas de temps court, donc grâce à de la télérelève, grâce en se connectant aux gestions de production, on pourra avoir un pilotage qui est fin et installer des logiciels pour afficher ces données énergétiques et piloter. Je vous laisse avec cette capture d'écran qui est un tableau de bord Excel qu'a fait l'un de nos clients que je trouve vraiment sympa. C'est tout à fait la méthodologie que l'on a déroulée ici. Parce que ici, vous avez un indicateur de la consommation de gaz totale, qui est en fait la somme des quatre qui sont en dessous. Et donc là, on voit que sur la fin qu'on est en train de s'améliorer, donc on améliore la performance globale site du gaz. Par contre, dans le détail, on voit que ici on s'améliore, mais sur cet usage-là, on se dégrade. Donc grâce à ce pilotage-là, et là, on s'améliore pas, on se dégrade pas. Donc ça nous permet de concentrer nos efforts en un coup d'œil, de savoir si globalement on est bon et où est-ce que je dois agir. Donc voilà, merci à tous d'avoir assisté à ce webinaire. Désolé d'avoir duré un tout petit peu plus longtemps que ce que j'avais prévu, mais je reste encore présent si vous avez des questions. J'en profite pour vous parler de nos prochains webinaires qui sont accessibles via notre site internet et d'une formation sur la MFCA que l'on organise à distance. Donc vous pouvez vous inscrire si vous le souhaitez. Il y aura une prise en charge par le programme pour la formation à distance qui est mis en place en ce moment. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir assisté à ce webinaire et n'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous voulez via le chat. Donc une question de Louis qui me demande quand c'est qu'une entreprise est assez mature pour se présenter à la norme ISO 50001. C'est assez difficile de répondre à cette question parce que la norme 50001, c'est une démarche d'amélioration continue. Donc en fait, on peut se présenter à la norme ISO 50001 sans avoir de compteur, simplement avec une analyse de sa performance au niveau global du site et quelque part, j'ai envie de dire, la promesse de mettre en place une amélioration continue. Ça suffit largement pour se lancer. Voilà. L'objectif de la 50001, c'est de regarder large d'abord, de faire ce qui est le plus simple. Donc, par exemple, les actions sur la courbe avec le talon à 600 kW. Mener ce genre d'action la première année, on n'a pas besoin de compteur, on n'a pas besoin de beaucoup de choses. Et après, petit à petit, rentrer dans le détail et aller chasser ce petit diable dont je vous ai parlé. Oui, du coup, Nicolas m'a dit que c'est faux pour la version 2018. Ça peut peut-être se tenter. Effectivement, la version 2018 insiste beaucoup plus sur les indicateurs. Je sais pas. J'ai pas le cas de quelqu'un qui est allé à la version 2018 avec aucun comptage. J'en ai qui sont allés avec 3-4 compteurs seulement et relevés manuellement, donc pas un super plan de comptage quand même. Et c'est passé. Sinon, pour répondre à Cécile, oui, le PowerPoint sera disponible. Je vais vous le mettre tout de suite à disposition. Si j'y arrive. Je vous l'enverrai par mail parce que j'arrive pas à le mettre à disposition dans le petit webinaire. Daniel me demande comment adapter ces outils très élaborés à des PME.
moins staffé. Et ben exactement comme j'ai fait là, hein, c'est-à-dire commencer au niveau global et descendre quand il n'y a plus d'actions qui sont identifiées au niveau global, bah, descendre petit à petit. Pour l'exemple de la peinture, par exemple, même une carrosserie industrielle avec un compteur et une cabine de peinture, elle peut tout à fait envisager ce genre d'outil. C'est pas si compliqué que ça à mettre en place. Voilà. Par contre, évidemment, on va pas commencer par ça s'il y a des choses évidentes et aberrantes comme la courbe bleue et orange que je vous ai montré. On va d'abord chasser ce que l'on peut voir au niveau global et après petit à petit descendre dans le détail. Mais moi, je ferais pas de différence entre une petite PME, une TPE ou une grosse entreprise. Ce qui va changer, c'est le nombre de compteurs et le nombre de fois qu'on va appliquer la démarche. Peut-être qu'une TPE, elle aura que 2 compteurs, le compteur général et un compteur sur son plus gros consommateur, mais elle peut quand même appliquer cette démarche. Est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas si besoin.